J'ai toujours cru que les vacances étaient faites pour ressouder les cœurs, pour chasser les ombres du quotidien où Emmanuel et moi avions construit notre vie. Mais lors de cet été 2023, sous le ciel azuréen de la Guadeloupe, tout a basculé en un instant, transformant l'océan en miroir impitoyable de nos failles. Ce que j'ai vu ce soir-là, près de la plage de Gosier, m'a consumé comme un rhum vieux trop fort, et j'ai su que le silence serait mon arme la plus affûtée. J'avais réservé ce voyage pour raviver la flamme, après des années où notre routine nous avait usés comme un vieux vin oublié en cave. Emmanuel, avec ses yeux pétillants, avait accepté avec enthousiasme, promettant de laisser derrière elle les tracas de son poste d'enseignante à l'université. Nous atterrîmes à l'aéroport de Pointe-à-Pitre un après-midi de juillet, l'air chargé d'iode et de promesses. Notre petit bungalow à Gosier, face à la mer des Caraïbes, respirait la simplicité créole, hamac tendu entre les palmiers, et le soir, des assiettes de colombo d'agneau partagées sous les étoiles. Les premiers jours filèrent dans une douceur presque trop parfaite. Nous marchions main dans la main le long de la plage, ramassant des coquillages lisses comme des souvenirs intacts. Emmanuel riait à mes blagues sur nos amis restés en métropole, comme Sophie qui nous envoyait des selfies, envieux de notre évasion. Elle semblait revivre, sa peau hâlée par le soleil tropical contrastant avec la pâleur hivernale qu'elle arborait toujours à Noël, quand nous décorions notre appartement avec des guirlandes scintillantes. J'avais prévu des excursions, une balade en kayak vers les îlets du Gosier, et surtout, des cours de plongée, car elle avait toujours rêvé d'explorer les fonds marins, inspirée par ses documentaires sur la réserve Cousteau qu'elle adorait regarder lors de nos soirées paresseuses. C'est lors de notre première session avec le centre de plongée que Lucas entra en scène. Grand, bronzé, avec un accent chantant teinté de créole, il nous accueillit sur le ponton en bois du club, une planche de surf sous le bras. Bienvenue, Florent et Emmanuel. Aujourd'hui, on va découvrir les secrets de l'océan, comme Jacques Cousteau en personne. Sa voix résonnait avec une assurance désinvolte, et je le vis tout de suite, Emmanuel accrocha son regard un peu trop longtemps. Moi, je serrais la main qu'il me tendait, sentant déjà une pointe d'irritation, mais je la chassais comme une vague éphémère. Nous enfilâmes nos combinaisons, ajustâmes nos masques, et plongeâmes pour un baptême simple, à 10 mètres de profondeur. L'eau était tiède, grouillante de vie, des bancs de poissons perroquets virevoltant autour des coraux. Emmanuel remonta les yeux brillants, décrivant à Lucas chaque détail avec une animation que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. C'était magique, non, dit-elle en riant, effleurant son bras par inadvertance. Ce soir-là, autour d'un dîner de langoustes grillées arrosé d'un tiponche, elle parla sans cesse de la plongée, de la sensation de liberté sous l'eau. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme, mais une graine de doute germait déjà. Les jours suivants, elle insista pour des sorties supplémentaires, seule avec le groupe débutant. Florent, tu sais que je suis claustrophobe en surface, mais là-dessous, c'est libérateur, arguait-elle, ses lèvres encore salées par la mer. Je cédai, préférant sa joie apparente à mes soupçons naissants. Pendant qu'elle partait tôt le matin, je flânais au marché, achetant des épices pour nos repas, pensant à Marie, notre voisine, qui nous avait confié son chat pour la durée du séjour. Les après-midi, nous nous rejoignions pour des siestes à l'ombre des flamboyants, mais ces textos à Lucas je les vis par hasard sur son téléphone déverrouillé ou étaient anodins, du moins en apparence, des questions sur les spots suivants, des émoticons souriants. Pourtant, la tension montait en moi comme une marée montante. Un soir, après une veillée créole animée par des tam-tams résonnant jusqu'à la mer, je l'attendis éveillée. Elle rentra tard, les cheveux humides, prétextant une discussion prolongée avec le groupe sur les légendes locales des îles. Je l'embrassai, sentant un parfum étranger, musqué, qui n'était pas le sel pur de l'océan. Le lendemain, lors d'une excursion en bateau vers la réserve, je remarquai comment Lucas l'aidait à ajuster sa bouée, ses mains s'attardant sur ses épaules. Emmanuel rougissait, jetant un coup d'œil vers moi pour vérifier si je regardais. Et je regardais. Cette nuit-là, sous les draps moites, notre intimité fut mécanique, distante, comme si l'eau avait emporté une part d'elle. Je me tournai et virai, hanté par des images floues, me rappelant nos vœux prononcés lors de notre mariage à l'église, sous un ciel de Pâques pluvieux. Le point de non-retour survint 2 jours plus tard, au crépuscule. J'avais décidé de me promener seul sur la plage, cherchant des réponses dans le bruit des vagues. Au loin, près d'un recoin rocheux isolé, je les vis, Emmanuel et Lucas, enlacés, leurs silhouettes se découpant contre le soleil couchant. Ses lèvres sur les siennes, un baiser furtif mais passionné, comme ceux qu'elle me volait autrefois dans les ruelles. Mon cœur se serra, un mélange de rage et de tristesse me submergeant. Je m'éclipsai sans un bruit, le sable crissant sous mes pas comme un murmure accusateur.
De retour au bungalow, je m'assis sur le balcon, sirotant un rhum pur, laissant la nuit tropicale m'envelopper. Emmanuelle revint 1 heure plus tard, rayonnante, s'excusant d'un dîner improvisé avec les copains du club. Je souris, feignant l'ignorance, mais intérieurement, un plan se dessinait, subtil et inéluctable, inspiré par ces vieilles histoires de marins créoles que Lucas lui contait sans doute. Demain, lors de la grande plongée vers la grotte au Barracuda, je ferai en sorte que l'océan lui rende la pareille, une leçon de vide, sans air, sans échappatoire. Les jours suivants, je jouais mon rôle à la perfection, celui du mari attentionné qui ignore les tempêtes sous la surface. Emmanuelle, alangui par son secret, multipliait les sorties plongées, prétextant une soif d'aventure qu'elle n'avait jamais eue dans la routine quotidienne. Florent, c'est comme si je renaissais là-dessous, avec tous ces poissons qui dansent, s'exclamait-elle, ses yeux évitant les miens un peu trop souvent. Je hochais la tête, l'aidant à préparer son équipement le matin, mes doigts effleurant les sangles de sa combinaison comme pour en créer un lien fragile. Lucas, de son côté, se montrait poli envers moi lors des briefings, me conseillant sur les courants de la réserve Cousteau avec un sourire professionnel. « Florent, vous devriez venir avec nous demain, la visibilité est exceptionnelle. » Mais je déclinais, invoquant une préférence pour la lecture sous les palmiers, un livre sur l'histoire des Antilles françaises que j'avais emporté pour me distraire. En réalité, je passais ces matinées à observer, à cartographier mentalement les routines du centre de plongée. Le club, niché dans une crique abritée, bourdonnait d'activités, des bouteilles d'air alignées sur le ponton, des palanquets de touristes riant en enfilant leurs palmes. Un soir, après avoir dîné d'un hacra de morue croustillant arrosé de jus de goyave frais, je feignis un mal de tête pour rester au bungalow pendant qu'Emmanuelle rejoignait Lucas pour une sortie nocturne bioluminescente. Allongé dans le noir, j'écoutais le ressac, repensant à nos débuts, nos premiers Noëls ensemble, avec des bûches de Noël maison et des chants provençaux appris par cœur. Comment en étions-nous arrivés là, à ce gouffre invisible? Le lendemain, je me glissais discrètement au club pendant la pause déjeuner, quand l'équipe somnolait sous les cabanes de plage. Les bouteilles étaient stockées dans une remise ouverte, étiquetée par nom. Celle d'Emmanuelle, marquée d'un ruban rose qu'elle y avait attaché pour la reconnaître, trônait là, innocente. C'est alors que l'idée prit forme, non pas dans une bouffée de colère, mais dans un calcul froid, inspiré par ces récits de naufrage que les anciens créoles chuchotaient autour des feux de camp. Je savais, grâce au briefing de Lucas, que les bouteilles devaient être vérifiées quotidiennement, mais un petit sabotage ou une valve légèrement desserrée, juste assez pour simuler une fuite progressive pourrait créer une panique sans danger réel. Rien de létal, juste le vide oppressant, le masque embué par la peur, pour qu'elle ressente ce que je vivais, l'asphyxie émotionnelle. Je m'approchai, le cœur battant, et tournai doucement la molette de la valve, un quart de tour seulement, testant la résistance. L'air siffla imperceptiblement, un murmure aquatique. Je refermai, effaçant toute trace, et m'éloignai, le soleil tapant sur ma nuque comme un jugement. Ce soir-là, Emmanuelle rentra exaltée d'une journée à explorer les tombants près de Pigeon Island, décrivant les répastenacs glissant comme des ombres. Lucas est incroyable, il connaît chaque recoin. Nous dînâmes d'un court bouillon de poisson, épicé juste comme elle l'aimait, et elle s'endormit vite, lovée contre moi. Mais moi, je veillais, imaginant la plongée du lendemain, la grande sortie vers la grotte au Barracuda, un site emblématique avec ses arches bleutées et ses bancs de barracuda tournoyants. Elle y irait avec Lucas et 2 autres couples du club, Jean et sa femme Marie, des Parisiens comme nous, rencontrés au petit déjeuner de l'hôtel. Jean, un ingénieur de la SNCF, avait déjà partagé une anecdote sur le Tour de France, riant de nos pronostics foireux pour les étapes de montagne. « Venez plonger avec nous, Florent, ce sera épique », m'avait-il lancé la veille. J'avais souri, déclinant poliment, sachant que mon absence serait ma meilleure couverture. La nuit fut courte, hantée par des rêves d'eau trouble où Emmanuelle appelait mon nom sans voix. Au matin, je l'aidai à charger son équipement dans le van du club, embrassant sa joue salée. « Amuse-toi bien, ma chérie. Et fais attention au courant. » Elle hocha la tête, distraite, jetant un œil à son téléphone où un message de Lucas clignotait, prête pour l'aventure. Le bateau s'éloigna, silhouette blanche sur l'horizon turquoise, et je m'assis sur le sable, un café créole à la main, attendant des nouvelles. Les heures s'étirèrent, mon esprit oscillant entre regret et détermination. Vers midi, un appel, c'était Jean, la voix haletante. « Florent, il y a eu un incident avec Emmanuelle sous l'eau. Rien de grave, mais elle panique un peu. Rejoins-nous au club, vite. » Mon pouce accéléra,
un mélange de triomphe amer et d'appréhension. Le plan se déroulait, mais à quel prix? Je sautais dans un taxi, filant vers la crique, l'océan scintillant comme un complice muet. Le trajet en taxi me parut interminable, les palmiers défilant comme des sentinelles indifférentes le long de la route côtière. Le chauffeur, un vieux créole nommé Henri, tenta de engager la conversation sur les fêtes de la musique, mais je répondis par monosyllabes, mon esprit focalisé sur la crique. Qu'avait vu Jean? Avait-elle remonté à temps, ou la fuite avait-elle été plus rapide que prévu? À notre arrivée au club, le bateau accostait déjà, les palmes claquant sur le ponton. Lucas aidait Emmanuel à descendre, son bras autour de sa taille pour la soutenir, un geste qui me noua l'estomac. Elle était pâle sous son hâle, les cheveux plaqués en mèches humides, mais indemnes. Jean et Marie suivaient, l'air préoccupé, tandis que les autres touristes babillaient sur les barracudas aperçus. « Florent » s'exclama Emmanuel en me voyant, se jetant dans mes bras avec une force surprenante. C'était horrible mon air, il partait trop vite. Sa voix tremblait, et je la serrais contre moi, feignant l'inquiétude, inhalant son odeur de sel et de peur. Lucas s'approcha, expliquant calmement, on était à 15 mètres dans la grotte, groupe soudé. Soudain, Emmanuel signale une anomalie sur son manomètre, la pression chutait anormalement. J'ai partagé mon octopus tout de suite, et on a remonté en buddy breeding, sans décompression forcée. Juste une fuite, probablement un ori usé. Ses yeux croisèrent les miens, une lueur de suspicion fugace, mais il haussa les épaules. Heureusement, pas de panique générale. Jean a aidé à calmer tout le monde. Jean, essuyant son front, intervint avec son pragmatisme habituel, « Ouais, on a tous partagé l'air en chaîne, comme à l'entraînement. » Marie était un roc, elle a tenu la main d'Emmanuel jusqu'à la surface. Marie sourit faiblement, serrant l'épaule de son mari, et je remerciai le groupe, distribuant des accolades maladroites. Emmanuel s'effondra sur un banc, sirotant une bouteille d'eau que Lucas lui tendait, ses mains tremblant encore. J'ai cru que c'était la fin, Florent. Comme si l'océan me serrait la gorge. Je m'agenouillai devant elle, caressant ses genoux, murmurant des mots apaisants sur nos escapades futures, peut-être un retour pour goûter aux pralines, comme au beau jour. Mais intérieurement, une satisfaction froide m'envahissait, elle avait ressenti le vide, ce gouffre que son baiser avec Lucas avait creusé en moi. Le club s'activa pour l'enquête de routine, la bouteille d'Emmanuel fut mise de côté pour inspection, et Lucas promit un rapport détaillé au centre PADI local. C'est rare, mais ça arrive avec l'humidité tropicale, assura-t-il, évitant mon regard. Nous rentrâmes au bungalow en taxi, Emmanuel blotti contre moi, muette le reste du trajet. Ce soir-là, elle refusa le dîner, préférant un thé à la vanille créole, et nous nous allongeâmes tôt. « Merci d'être venu si vite » murmura-t-elle dans l'obscurité, sa main cherchant la mienne. Je serrai ses doigts, sentant le poids de nos 20 ans de mariage, les anniversaires fêtés avec des croissants frais et du champagne Veuve Clicquot. Était-ce assez pour pardonner? Ou cette panique n'était-elle que le début d'une reckoning plus profonde? Les jours suivants, une ombre plana sur notre séjour. Emmanuel annula les plongées restantes, optant pour des promenades tranquilles sur la plage, où le vent atlantique fouettait les vagues. Lucas nous envoya un message poli, « Tout va bien ?» Le club offre une session gratuite pour se remettre en selle. Elle le lut à voix haute, hésitante, et je répondis pour nous deux, « Merci, mais on préfère le snorkeling en surface pour l'instant. » Jean et Marie, apprenant l'incident, nous invitèrent à un pique-nique sur l'îlet, avec des sandwichs au jambon cru et des fruits exotiques. Là, autour d'un plaid étalé sur le sable, Jean raconta ses anecdotes de voyage en train, riant de retards légendaires, tandis que Marie partageait des recettes de tarte tatin pour Noël. Emmanuel se détendit, souriant pour la première fois depuis l'accident, mais je voyais les fissures, ses regards fuyant vers la mer, comme si elle craignait d'y retourner. Pourtant, la nuit, elle se pelotonnait contre moi, cherchant un réconfort qu'elle n'avait pas trouvé ailleurs. « Florent, promets-moi qu'on rentrera plus prudent » chuchotait-elle, évoquant nos amis Sophie et son mari Lucas ou ironie du sort qui organisait toujours des dîners improvisés. Je promettais, mais mon esprit vagabondait vers la suite, l'inspection de la bouteille révélerait-elle quelque chose? Lucas douterait-il? Un soir, alors qu'elle dormait, je reçus un appel discret de Jean, « Florent, écoute, Lucas m'a confié qu'il y avait des traces bizarres sur la valve. Pas naturelles, d'après lui. Tu sais quelque chose? » Mon sang se glaça. Le jeu s'épaississait, et la Guadeloupe, avec ses eaux limpides, semblait soudain opaque comme un secret trop lourd.
L'appel de Jean me laissa éveillé jusqu'à l'aube, le ventilateur du bungalow ronronnant comme un reproche incessant. Était-ce la paranoïa, ou Lucas avait-il flairé mon intervention? Le lendemain, je prétextai une excursion solitaire pour visiter les chutes du Carbite, laissant Emmanuel se reposer avec un roman sur la botanique tropicale qu'elle avait emporté. En route, dans un minibus bondé de touristes métropolitains, je ruminais, la valve, ce quart de tour infime, n'aurait dû laisser aucune marque visible, juste une usure simulée. Mais les instructeurs comme Lucas, formés aux normes françaises strictes, scrutaient chaque détail. Arrivé aux chutes, l'eau cascadant avec force me rappela la puissance contenue de l'océan, une leçon que j'avais infligée, mais qui risquait de me submerger. De retour au bungalow en fin d'après-midi, je trouvai Emmanuel sur le balcon, un verre de jus de corosol à la main, les yeux rougis. « Florent, Lucas est passé. » Il voulait s'excuser personnellement pour l'incident, dire que c'était un accident rare. Sa voix chevrotait, et elle évita mon regard, triturant le bord de son verre. Je m'assis près d'elle, feignant la surprise. « Il est venu ici? Qu'a-t-il dit d'autre ?» Elle hésita, puis avoua, Il m'a demandé si tout allait bien entre nous. Comme s'il savait pour nous. Le mot nous plana, chargé de sous-entendus, et je sentis une vague de jalousie refoulée monter. Pour nous? Emmanuel, qu'est-ce que tu veux dire? Elle fondit en larmes, se jetant contre mon épaule. Je suis désolé, Florent. C'était stupide, un moment de faiblesse. Les plongées, l'adrénaline. Lucas était là, et moi, je me sentais vivante comme depuis des lustres. Les mots tombèrent comme des bulles crevant la surface, libérant un flot de confessions, les regards complices dès le premier jour, les baisers volés après les sessions, les promesses chuchotées de juste une aventure sans lendemain. Elle pleurait, évoquant la pression de notre vie et mes heures interminables à l'université où j'enseignais l'histoire, ses corrections de copies solitaires. Je t'aime toujours, Florent, mais j'avais besoin d'air. L'ironie me frappa, et je la serrai contre moi, murmurant des pardons fins, tandis que mon esprit calculait la prochaine étape. Cette vulnérabilité était mon levier, non plus une panique physique, mais une exposition qui briserait son illusion de discrétion. Le soir, nous dînâmes d'un boudin antillais piquant, arrosé d'un vin rouge léger, un clin d'œil à nos racines. Emmanuel parla librement, comme purgé, décrivant comment l'incident sous l'eau l'avait forcé à affronter ses choix. Cette sensation d'étouffement, c'était comme si l'océan me punissait pour mes mensonges. Je hochai la tête, compatissant en surface, mais intérieurement, je savourais la métaphore involontaire. Plus tard, alors qu'elle s'endormait, épuisée par ses aveux, je sortis mon téléphone et envoyai un message anonyme à Lucas, via une application jetable, je sais pour Emmanuel. La prochaine plongée sera la dernière pour toi ici. Démissionne, ou tout le club saura. Pas de détails, juste assez pour semer le doute. Le lendemain matin, Jean nous invita à une dernière sortie en bateau, sans équipement lourd, juste pour admirer les Saintes au loin. Marie prépara des madeleines maison, rappelant les goûters d'enfance. Sur le bateau, l'ambiance était légère, Jean pilotait le gouvernail, chantant des airs de Brassens appris par cœur, tandis que Marie distribuait des chapeaux contre le soleil. Emmanuel, ragaillardi, pointait les pélicans plongeant pour la pêche. Lucas n'était pas là, remplacé par un assistant nommé Thierry, un jeune Bressan au rire contagieux. Lucas a eu une urgence familiale, expliqua Thierry vaguement, et je réprimai un sourire. Emmanuel fronça les sourcils, jetant un œil à son téléphone, mais se reprit vite, se tournant vers moi avec un baiser spontané. C'est bien, non? Juste nous, sans complications. Oui, pensai-je, juste nous, et bientôt, sans ombre. Pourtant, le soir venu, un coup de fil de Sophie depuis la métropole brisa l'illusion. Florent, j'ai vu des photos sur Insta du club de plongée. Emmanuel et un mec, ça ressemble à quoi? Mon cœur sauta un battement. Les images, postées par un touriste anonyme, montraient Emmanuel et Lucas enlacés sur le ponton, daté d'avant l'incident. Sophie, toujours curieuse comme lors de nos fêtes du 14 juillet avec feu d'artifice, insistait, c'est rien, j'espère? Je rassurai, mais raccrochant, je compris, le scandale couvait, prêt à éclater comme une lame de fond. Emmanuel, ignorant tout, préparait nos valises pour le retour, fredonnant une chanson de Piaf apprise à l'école. Je la regardais, et pour la première fois, la pitié se mêla à la rage. La revanche finale approchait, non sous l'eau, mais dans le regard des autres. Le retour se profilait comme une sentence suspendue, nos billets réservés pour le vol du surlendemain. Emmanuel,
libérée par ses confessions, semblait renaître. Elle organisa une dernière soirée créole au bungalow, invitant Jean et Marie pour un adieu festif. On va danser le guoka jusqu'au bout de la nuit, s'exclama TL, allumant des lanternes en papier qui dansaient comme des lucioles sur la terrasse. Jean arriva avec une bouteille de rhum agricole de Marie Galante, et Marie avec un plat de grillède, ces beignets sucrés qui évoquaient les carnavals de Dunkerque. Nous rîmes autour de la table basse, Jean racontant ses déboires avec la SNCF pendant les grèves nationales, tandis que j'évoquais nos conférences à l'université, ces débats enflammés sur l'histoire coloniale des Antilles qui me passionnaient tant. Emmanuel, au centre de l'attention, tournoyait pieds nus sur le plancher, sa robe légère virevoltant au rythme des tambours invisibles. À l'océan qui pardonne tout. Porta-t-elle un toast, et nous trinquâmes, le liquide ambré brûlant ma gorge comme un remords inavoué. Mais sous la table, son pied effleura le mien, un geste tendre qui raviva nos souvenirs, nos escapades à Vézelay pour Pâques, marchant main dans la main sur les sentiers herbus. Jean, un peu éméché, osa une question, et l'incident de plongée, Emmanuel ? Lucas t'a dit quoi, au final ? Elle pâlit légèrement, jetant un regard vers moi. Rien de grave, une usure normale. Mais ça m'a fait réfléchir à ce qui compte vraiment. Marie hocha la tête, compréhensive, l'adrénaline masque parfois les vraies joies, comme un bon pique-nique en famille. La soirée s'étira, les étoiles tropicales piquant le ciel comme des promesses brisées. Quand Jean et Marie partirent, enlacés comme de jeunes mariés, Emmanuel se tourna vers moi, les yeux brillants. « Florent, merci de m'avoir écouté. On recommence à zéro, d'accord ? Plus de routine, plus de distance. » Je l'embrassai, goûtant le sel de ses larmes joyeuses, mais mon téléphone vibra dans ma poche, un message anonyme, probablement de Lucas en réponse au mien. « Tu crois que c'est fini ? Demande à ses amis ce qu'ils savent. » Mon estomac se noie. Le lendemain matin, alors qu'Emmanuel faisait une dernière baignade snorkeling avec Marie, je contactai Sophie discrètement. « Les photos, montre-les-moi. » Elle envoya le lien, non seulement celle du ponton, mais des commentaires murmurés, des tags vers d'autres touristes du club qui avaient vu les regards complices. Sophie, toujours la confidente fiable, ajouta « Florent, c'est pas anodin. Si ça circule à l'université, ses collègues. » Je raccrochai, le plan se cristallisant, pas de confrontation violente, mais une révélation publique, subtile, qui éroderait son statut comme Loïs Laroche. Lors du déjeuner d'adieu au restaurant de l'hôtel, un poisson rouge grillé avec igname, Jean mentionna en passant, au fait, Lucas a démissionné ce matin. Une histoire de famille, paraît-il. Emmanuel sursauta, posant sa fourchette. Déjà ? Il ne m'a rien dit. Marie haussa les épaules, les îles changent les gens vite. Comme nous, après ce séjour. Nous rîmes jaunes, mais je vis l'ombre dans ses yeux, le regret, mêlé à la culpabilité. L'après-midi, nous visitâmes le marché, achetant des sacs à main en vannerie pour Sophie et des épices pour nos repas. Emmanuel marchandait avec joie, sa voix claire couvrant le brouhaha des vendeurs criant F double fraîche, fraîche. Mais en rentrant, elle craqua, Florent, et si Lucas parle ? S'il raconte à Jean ou aux autres ? Je la rassurai, la serrant contre moi sur le hamac, c'est du passé. Concentrons-nous sur l'avenir, comme nos projets de voyage pour le vin primeur. Pourtant, ce soir-là, alors qu'elle rangeait nos souvenirs un coquillage poli pour notre étagère, je publiais anonymement les photos sur un forum de voyageurs français, avec un titre neutre, attention aux instructeurs à gosier, aventure trop intime. Pas de nom, juste assez pour que le buzz monte, que les collègues d'Emmanuel, connectés comme toujours, murmurent lors des pauses café à l'université. Le vol du retour fut silencieux, Emmanuel somnolent contre mon épaule, ignorant le poison que j'avais libéré. À l'atterrissage à Orly, un message de Sophie, ça circule déjà sur les réseaux pro. Pauvre Emmanuel. Mon cœur se serra, non de remords, mais de justice accomplie. La Guadeloupe nous avait changés, et le monde impitoyable achèverait le reste. De retour, l'automne s'installait avec ses feuilles jaunies dans les parcs, un contraste saisissant avec les tropiques encore imprégnés dans nos ports. Emmanuel reprit son poste à l'université avec une énergie forcée, assistant à des séminaires sur la littérature antillaise de Césaire, ironie du sort. Ça me rappelle notre voyage, commentait-elle le soir, en préparant un dîner simple de quiche lorraine avec salade, nos rituels redevenus paisibles en surface. Moi, à l'université pour une semaine de conférences, je rentrais les week-ends, apportant des fromages de chèvre frais pour nos apéros. Mais les fissures apparaissaient, ces emails du département, lus par inadvertance,
mentionnait des rumeurs déplacées sur ses vacances, des collègues comme le professeur Duval demandant des explications polies lors des couloirs enfumés de café. Elle me confia un soir, après un verre de Bordeaux partagé devant un film de Truffaut, « Florent, il y a des ragots à la fac. Sur moi et un instructeur. Comment ils savent ? Je feignis l'étonnement, haussant les épaules, les réseaux sociaux, probablement. Les gens exagèrent toujours. Intérieurement, je suivais le fil, le forum avait explosé, avec des partages vers des groupes d'enseignants, des commentaires voilés sur l'adultère tropical qui égratignait sa réputation méticuleuse. Sophie m'appela un midi, lors d'une pause entre deux cours, « Florent, c'est partout. Emmanuel a annulé un dîner avec nous, prétextant la fatigue. Tu crois que c'est à cause de ça ? » Je minimisais, mais conseillais subtilement, peut-être qu'elle devrait s'expliquer publiquement, pour couper court. L'idée germa, une confession forcée, pas par moi, mais par le poids social. Les semaines passèrent, marquées par nos habitudes, un brunch dominical avec croissant chaud de la boulangerie du coin, évoquant le Tour de France à la télé, pariant sur les sprinteurs comme au bon vieux temps. Emmanuel, pourtant, s'isolait, moins d'appels à Marie, qui avait envoyé un message solidaire, et des nuits agitées où elle murmurait dans son sommeil des excuses incohérentes. Un soir de novembre, lors d'une fête du Beaujolais nouveau chez des amis Jean inclus, de passage pour un congrès SNCF où la bombe éclata. Jean, un peu ivre de vin jeune, glissa à voix haute près du buffet, « Emmanuel, ces histoires de Guadeloupe. Lucas m'a écrit, il dit que c'était réciproque, mais que tu l'as mené en bateau. » La tablée se tut, les verres suspendus, et Emmanuel blêmit, renversant son assiette de charcuterie. Quoi ? Jean, c'est faux. C'était une erreur, rien de plus. Le silence s'alourdit, Sophie intervenant maladroitement, « Allons, on est entre amis. Personne ne juge. » Mais les regards piquants, les murmures étouffés à l'université, ça va jaser firent leur œuvre. Emmanuel se tourna vers moi, les yeux implorants, « Florent, dis-leur que c'est exagéré. » Je restai muet un instant, puis posai une main sur son bras, « C'est le passé, chérie. Mais peut-être qu'il est temps d'en parler ouvertement, pour guérir. » Jean s'excusa platement plus tard, en privé, « Désolé, Florent, Lucas était amer après sa démission. Il a balancé ça dans un mail groupé. » Je hochai la tête, compatissant, mais savourant le chaos, le scandale public, modéré mais percutant, l'avait humilié sans trace physique, juste l'érosion sociale qu'elle redoutait le plus. Cette nuit-là, rentrant à pied sous une pluie fine, Emmanuel craqua dans un café abrité, « Tout est ruiné, Florent. Ma carrière, notre image. À cause d'un moment idiot. » Elle pleurait, et je l'enlaçai, murmurant des promesses de soutien, évoquant nos Noëls futurs avec les enfants de Sophie en guest star. Mais au fond, la balance s'équilibrait, sa panique sous l'eau avait été mon premier coup, ce buzz social le second. Lucas, de son côté, avait posté une vague mise au point sur son profil, niant tout mais confirmant l'affaire, ce qui attira les médias locaux antillais à un article anodin dans un blog de plongée, vite relayé en métropole. Emmanuel le lut le lendemain, effondré sur notre canapé, « C'est fini pour moi à l'université. Il parle de mutation. » Le point culminant approchait, non une explosion, mais un effondrement lent, comme des bulles remontant inexorablement. L'hiver s'abattit sur nous comme une couverture lourde, les lumières de Noël illuminant les Champs-Élysées sans chasser les ombres de notre appartement. Emmanuel demanda une année sabbatique, prétextant un burn-out lié aux pressions professionnelles, mais les couloirs de l'université bruissaient encore, des invitations annulées, des regards obliques lors des conférences en ligne. Sophie, fidèle, nous invita pour les fêtes, promettant des dégustations de vin et des promenades le long de la Garonne, loin des ragots. Venez vous ressourcer, les amis, écrivit-elle, joint une photo de son sapin orné de guirlandes provençales. Nous acceptâmes, et le voyage en TGV, rythmé par les cliquetis familiers, offrit un répit, Emmanuel somnolait contre mon épaule, murmurant des remerciements pour ma patience inébranlable. À Bordeaux, chez Sophie et son mari, un autre Lucas, par cruel hasard, un vigneron jovial, l'accueil fut chaleureux, un dîner de foie gras et de truffes noires, arrosé de Saint-Émilion. Jean et Marie se joignirent à nous, arrivant par le TER avec des fromages affinés, et pour la première fois depuis la Guadeloupe, l'atmosphère se détendit vraiment. Oublions les îles maudites, plaisanta Jean, levant son verre lors du réveillon, tandis que des chants de Noël carillonnaient en fond. Emmanuel rit, sincère, décrivant nos futures escapades, peut-être un séjour à Annecy pour Pâques, avec randonnée en lac. Mais sous la table, sa main tremblait légèrement dans la mienne,
vestige de l'humiliation qui l'avait écorché. De retour en janvier, la résolution vint naturellement, mais avec un goût d'amertume. Emmanuel, lors d'un brunch dominical avec croissant tiède et confiture maison, posa ses couverts. « Florent, je sais que tu as tout su dès le début. Et pour la bouteille, c'était toi, n'est-ce pas ?» Ses yeux, rougis par des nuits blanches, me transperçaient. Je ne niais pas, hochant la tête lentement, « Oui. Pas pour te blesser physiquement, mais pour que tu ressentes le vide que j'éprouvais. » La panique, les ragots, c'était ma façon de rééquilibrer, sans cri ni violence. Elle pleura, non de rage, mais de compréhension amère. « J'ai mérité ça, je suppose. Mais maintenant, on fait quoi ?» Nous parlâmes des heures, disséquant nos 20 ans, les joies des mariages mixtes comme le nôtre, les peines des routines usées. Elle avoua avoir contacté Lucas une fois, pour s'excuser, et il avait admis sa part, promettant le silence. Le forum s'était essoufflé, les rumeurs diluées dans le flot des actualités ou une grève à la SNCF, un nouveau scandale politique. Emmanuel reprit le travail à mi-temps, canalisant son énergie dans un blog sur la plongée responsable, transformant le traumatisme en leçon. Moi, je confiais mes doutes à un thérapeute recommandé par l'université, apprenant à lâcher la rancune comme on libère un filet en mer. Mais les mots de thérapie résonnaient en vain, la trahison avait laissé des cicatrices qui ne guérissaient pas. Un an plus tard, lors d'un 14 juillet pluvieux, nous regardâmes les feux d'artifice depuis notre balcon, un pique-nique improvisé de baguettes et de pâté. L'océan nous a testés, dit-elle, serrant ma main pour la dernière fois. Mais nous n'avons pas nagé jusqu'ici. Je hochai la tête, sentant les derniers fils se rompre, sa carrière en ruine, notre lien comme un corail décoloré, fragile et sans vie. Je fis mes valises le lendemain, laissant les clés sur la table, et partis dans le silence, sans scène, sans promesse. Lucas disparut des radars, Jean devint un fantôme du passé, et la Guadeloupe resta un souvenir teinté d'amer et de sel, un chapitre clos, où la trahison n'avait pas cédé à une renaissance, mais nous avait simplement noyés tous deux dans un vide irrémédiable.